Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va continuer la série notamment sur tout ce qui est lié sur l'investissement en bourse et sur les marchés financiers de manière générale. Sur les dernières vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, j'ai reçu pas mal de questions et ça m'a donné pas mal d'idées justement sur le prochain contenu que je publierai sur la chaîne YouTube. Et là, dans cette vidéo, on va plutôt traiter de tout ce qui va être lié à l'investissement indiciel, même si c'est des notions que j'ai déjà un petit peu évoquées précédemment, c'est vrai que j'avais pas fait forcément une vidéo dédiée là-dessus. Et ça me permettra de répondre à certaines des questions qui m'ont été posées un petit peu plus tôt. Donc là, dans cette vidéo, on va parler, comme je te l'ai dit, de l'investissement indiciel, les points importants à avoir en tête si c'est on va dire un secteur d'investissement ou une manière d'investir qui te plaît particulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds indiciels, ça a été lancé il y a ça maintenant quelques temps par quelqu'un que je t'ai déjà évoqué qui s'appelle John Bogle, avec le lancement notamment des fonds Vanguard. Donc John Bogle, c'est quelqu'un qui a permis de démocratiser, qui a permis de lancer tout ce qui est investissement passif et notamment tout ce qui est lié à l'investissement via les ETF ou les trackers. Donc les ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est on va dire, c'est un instrument financier qui permet de répliquer les performances de certains indices. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans cette vidéo pour t'expliquer concrètement comment ça marche. Mais il faut savoir qu'à l'époque, John Bogle, quand il a présenté ce concept-là d'investissement passif, c'était clairement pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui et beaucoup de gens se sont moqués de lui. Donc un fonds indiciel, c'est quoi? C'est un fonds qui se contente tout simplement de suivre les performances d'un indice de référence, comme par exemple celui du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est quoi? C'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. À l'intérieur, tu vas retrouver donc des boîtes comme Apple, Microsoft, Facebook, etc., etc. Mais comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans la manière d'investir pour les particuliers et même aussi pour pas mal de professionnels. Mais à l'époque, la gestion passive, c'était clairement pas vu comme ça. Beaucoup de personnes se sont moquées de John Bogle parce que c'était quand même quelqu'un de très précurseur. Et là, je te mets un graphique à l'écran qui te montre un petit peu les flux financiers qu'on a pu voir ces dernières années avec la tendance de fond qui se dessine quand même avec beaucoup de personnes qui abandonnent la gestion active pour plutôt s'orienter vers une gestion passive. Et tu vas voir pourquoi, parce que justement, il y a beaucoup d'études qui montrent que même les professionnels et même ceux qui essayent de battre le marché aujourd'hui sont clairement pas capables de le faire sur un horizon de temps relativement long. Donc là, il y a une première étude avec un premier graphique que je te représente à l'écran qui te montre en termes de pourcentage les investisseurs de fonds professionnels, donc vraiment les professionnels de la finance, en termes de pourcentage et en fonction des différentes classes d'actifs, ceux qui sont capables de surperformer finalement leur benchmark, donc le marché sous-jacent, en fonction des différentes périodes de temps. Donc là, je t'ai encadré en noir notamment la période de 10 ans, et tu vois qu'il y a quand même des disparités en fonction déjà de la classe d'actifs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt pour les grosses capitalisations, notamment américaines, sur la première ligne. Et tu vois que sur une période de 10 ans, typiquement, tu as les entreprises de croissance, qu'on appelle les entreprises growth. Sur une période de 10 ans, tu as uniquement 8,2% des investisseurs professionnels et institutionnels qui sont capables de faire mieux que le benchmark. Donc imagine que toi, en tant que particulier, tu souhaites faire mieux finalement que le marché. Par exemple, tu veux sélectionner les meilleures entreprises dans le S&P 500. Tu vois que les professionnels sur une période de 10 ans sont pas capables de faire mieux que le marché. En tout cas, il n'y a que 8,2% des gens qui sont capables de faire mieux sur cette étude. Et si on prend une période de 20 ans, il y a 5,5% de ces investisseurs-là professionnels pour le coup qui sont capables de faire mieux que le benchmark. Donc tu te rends compte que toi, avec peut-être les ressources que tu as de ton côté ou les notions que tu peux avoir, ça reste quand même relativement tendu. Donc d'où l'utilisation des investissements indiciels ou investissements passifs qui ont été démocratisés encore une fois par John Bogle il y a quelques années en arrière. Tu te rends compte quand même que sur cette image, il y a des disparités quand même importantes en fonction des secteurs, parce que tu as quand même certains secteurs qui fonctionnent plutôt bien, mais en tout cas, les pires, c'est quand même les larges capitalisations en actions qui sont aujourd'hui clairement les plus mauvaises. Je te mets toutes les études que je te présente à l'écran, je te mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo si tu veux croiser les infos et si tu veux jeter un coup d'œil vraiment sur les datas. Je pense que c'est important, mais voilà, je vais t'en montrer quand même quelques-unes. Là, il y en a une autre, pareil, que je te mets à l'écran, qui est une autre étude qui a été faite, là, cette fois-ci, qui s'est arrêtée
arrêté en décembre 2020. L'autre, elle était quand même un peu plus récente. Mais néanmoins, les informations que tu retrouves sont quand même assez similaires. Et typiquement, on se rend compte que pour les grosses capitalisations de croissance, sur une période de 20 ans, il y a 96,5% des investisseurs professionnels et des gestionnaires de fonds qui ne font pas mieux que le benchmark. Et pour les entreprises value, c'est un peu mieux, mais c'est clairement pas la panacée non plus, puisque sur une période de 20 ans, tu as 76,6% des investisseurs professionnels et des gestionnaires de fonds, encore une fois, qui ne font clairement pas mieux que le benchmark. Donc après, je pense que c'est une question aussi d'humilité. Est-ce que tu penses que tu seras capable de faire mieux que ces personnes-là, sachant que pour certains d'entre eux, c'est des gens qui ont fait des études dans la finance, qui ont toutes les informations nécessaires, entre guillemets, pour bien réussir, qui même pour certains d'entre eux investissent des millions auprès de certains statisticiens pour développer des modèles mathématiques, pour essayer de battre le marché, et tu te rends compte que même ces personnes-là ne sont pas capables de le faire. Donc après, bon, c'est toujours une question un peu, je pense, de modestie. Mais voilà, les études aujourd'hui sont formelles là-dessus. Il y en a une autre que je ne te présente pas à l'écran, que je t'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, qui s'appelle l'étude Spiva, qui corrobore encore une fois les informations des 2 études précédentes. Donc je ne reviens pas forcément dessus. Donc il faut savoir que les fonds indiciels aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. L'avantage, c'est qu'il y a des frais aussi très faibles par rapport à ceux qu'on peut retrouver sur certains fonds communs de placement ou même auprès de certains placements qui peuvent être proposés auprès de certaines banques physiques. Parce que je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui de la gestion de ton capital, mais si tu as fait gérer ton capital auprès d'une banque physique classique, clairement tu peux te rendre compte qu'aujourd'hui c'est vraiment le jour et la nuit avec ce que tu peux retrouver, notamment en investissant directement sur des fonds indiciels ou via tout simplement des ETF. Pour te montrer un exemple un petit peu et pour te montrer comment ça fonctionne et les informations que tu pourras retrouver si jamais tu veux sélectionner par exemple certains fonds indiciels, je vais te retrouver directement sur mon ordinateur et je vais te montrer le cas d'un fonds indiciel qui est géré notamment par Vanguard pour te montrer concrètement un peu comment ça se passe. Donc là, le fonds indiciel que j'ai pris en exemple, c'est un fonds qui est géré par Vanguard qui tout simplement essaye de répliquer les performances, si tu veux, du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, avec notamment des boîtes comme Apple, Facebook, Amazon, Tesla, etc. etc. Donc là, ce que tu peux retrouver comme information, c'est déjà l'expense ratio, donc c'est tout simplement les frais de gestion. Si jamais tu veux rejoindre ce fonds Vanguard, donc ce fonds indiciel, les frais que tu devras payer pour pouvoir le rejoindre régulièrement chaque année, c'est 0,04%. Donc tu te rends compte que c'est quand même très très faible par rapport à ce qui existe sur le marché. Et si tu as déjà des idées de comparaison avec certaines banques physiques qui s'amusent quelquefois à te placer ton argent avec des frais qui pouvaient aller entre 1,5 jusqu'à 3%, moi j'ai déjà vu annualisé, bon bah là tu te rends compte qu'à 0,04 c'est clairement le jour et la nuit, d'autant plus que si tu prends en compte les études que je t'ai évoquées précédemment, même les professionnels aujourd'hui sont clairement pas capables de battre le marché pour la majorité d'entre eux sur une période de long terme. Donc si en plus de ça tu prends en compte l'inflation, la fiscalité, etc., tu es très largement perdant. Donc d'où l'intérêt de s'orienter en général vers des stratégies plus passives, notamment via les ETF ou les fonds indiciels. Donc là tu vas pouvoir retrouver les frais, donc comme je te l'ai dit, 0,04%. En dessous tu vas pouvoir retrouver les frais minimum, enfin en tout cas plutôt les montants minimum à investir pour pouvoir rejoindre le fonds. C'est-à-dire que si aujourd'hui par exemple tu as 1500 $ à investir, tu ne pourras pas rejoindre ce fonds indiciel là. Il y en a qui ont des barres plus ou moins hautes, tu as des fonds qui sont très sélectifs et pour lesquels tu vas devoir avoir une barrière d'entrée, enfin tu risques d'avoir une barrière d'entrée qui sera plus élevée. Là typiquement tu vois on est sur 3000 $ pour pouvoir accéder à ce fonds, mais il y en a qui sont plus bas, il y en a d'autres qui seront plus hauts. Donc encore une fois ça va dépendre. Si on descend, on a d'autres informations, on va retrouver du coup les performances depuis le début de cette année pour ce fonds indiciel. On va retrouver d'autres informations spécifiques, notamment sur les performances mois par mois sur cette année, mais tu peux regarder annuellement depuis que ce fonds indiciel existe pour voir finalement les résultats qu'on a pu obtenir si on avait investi dans ce fonds indiciel par rapport au benchmark. Donc là, le benchmark, c'est le marché sous-jacent et typiquement ici, ça va être le S&P 500. Donc là, on voit que lorsque le benchmark en 2022 a fait moins 18,11%, on a fait moins 18,15%, donc ça le suit quand même plutôt bien. En 2021, quand il a fait 28,71, le benchmark, donc le S&P 500, on a fait 28,66. C'est toujours normal qu'on ait des différences entre les deux, ce qu'on appelle les tracking errors, c'est normal. C'est des algorithmes derrière qui bossent, mais voilà, on est quand même très très proche, donc c'est quand même plutôt intéressant. Tu pourras retrouver d'autres informations, notamment sur le bêta, le R carré, pour tout ce qui est lié à la corrélation, je ne reviens pas forcément dessus,
Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, notamment quand je parlais du choix des ETF. Si tu descends un peu plus bas, tu vas pouvoir voir la différence entre ce fonds indiciel et puis notamment le benchmark qui est lié au S&P 500. Typiquement, tu vois, sur ce fonds indiciel, à l'intérieur, il y a 506 entreprises, alors que sur le benchmark, notamment le S&P 500, on a 503. Donc là, il y en a quand même un peu plus. Mais sinon, tu vois, toutes les données sont quand même très très proches entre le fonds indiciel et le benchmark, ce qui est normal. Parce que là, l'idée, on est vraiment sur une stratégie passive. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible des performances du S&P 500, voilà, sans pour autant prendre des risques hyper élevés. Et l'idée, c'est pas de battre le marché. Là, c'est vraiment d'être le marché et d'avoir des performances, encore une fois, plus élevées que l'écrasante majorité des gestionnaires de fonds, parce que tous ceux qui essayent de faire la gestion active aujourd'hui, malheureusement, se cassent un peu la figure sur une longue période de temps. Là derrière, tu vas pouvoir voir la répartition sectorielle. Donc là, on voit qu'on est quand même très très proche à chaque fois, même on est presque équivalent à chaque fois sur la répartition sectorielle, ce qui est clairement intéressant. Au niveau de la répartition des entreprises, bien évidemment, tu vas retrouver des boîtes comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. etc. Et puis en bas, forcément, dedans, tu as des entreprises dans le S&P 500 qui versent des dividendes, pas toutes. Mais si tu investis dans des fonds indiciels, comme certains ETF qui peuvent répliquer les performances du S&P 500, parmi les boîtes qui font partie du S&P 500, tu en as qui vont te verser les dividendes. Donc si tu investis dans ces fonds indiciels, tu recevras aussi une partie de ces dividendes-là. Donc c'est en fonction du nombre de parts que tu vas avoir dans ce fonds indiciel. Là, typiquement, sur une part de fonds indiciels que tu pouvais avoir à l'époque, là, quand le dividende a été versé, tu recevais 1,67$ pour chaque part de ce fonds indiciel que tu pouvais détenir de ton côté. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil justement là-dessus, de te renseigner sur le fonds et d'avoir une vision un peu plus objective des résultats, de l'historique. Je te donnerai par la suite d'autres informations qui vont pouvoir te servir pour sélectionner pour le mieux ces différents fonds indiciels. Mais je voulais quand même te montrer un exemple pour te montrer concrètement un petit peu les informations que tu pourrais être capable de retrouver et que tu ne sois pas surpris quand tu seras amené à trouver ce genre d'informations sur Internet. Donc comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est vraiment super important de comprendre sur quoi tu décides de placer ton argent. Là typiquement dans l'exemple que je t'ai présenté précédemment, c'était pour investir dans un fonds indiciel qui permettait de répliquer le S&P 500, donc dans typiquement les 500 plus grandes entreprises américaines. Là l'idée après c'est toujours pareil d'essayer de se diversifier parce que si tu investis uniquement dans le S&P 500, oui historiquement ça a été un indice qui a très très bien performé. Les performances passées ne présagent rien des performances futures et c'est pas parce que ça fait des années que le S&P 500 fonctionne très bien qu'il faut que tu fasses finalement aussi un all-in sur le S&P 500. C'est toujours bien de pouvoir se diversifier et notamment d'avoir aussi peut-être, on va dire, une exposition sur le marché européen ou sur les marchés émergents. Je te donnerai des exemples de portefeuille, notamment sur le PEA, dans la suite de cette vidéo si jamais tu es amené à utiliser les fonds indiciels ou par exemple l'utilisation des ETF pour te montrer concrètement comment tu peux avoir une diversification qui soit la plus équilibrée possible entre guillemets, tout en prenant en compte que la diversification et la gestion de risque, c'est vraiment quelque chose de propre à chacun. Je voulais quand même te donner quand même les avantages et les inconvénients des fonds indiciels parce qu'il y en a. Donc je ne vais pas revenir dessus, en tout cas sur ceux que j'ai déjà évoqués, mais bon, les frais très bas par rapport à ce qui se fait à côté sur des banques physiques ou sur certains investissements classiques qui sont clairement pas intéressants. Les fonds indiciels aujourd'hui ont quand même des frais très très bas. Il y a des performances plus élevées sur le long terme que plus de 90% des fonds gérés activement par des professionnels. Il y a une diversification qui est quand même très intéressante en rejoignant ces fonds parce que là, typiquement avec un seul fonds indiciel, typiquement sur celui que je t'ai donné précédemment, tu es tout de suite investi dans l'équivalent des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc voilà, tu es quand même bien plus diversifié que si tu t'amusais à faire du stock picking. Encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, mais là, tu as quand même plutôt une bonne diversification. Et puis, tu peux t'amuser aussi à faire un virement automatique pour investir directement dans les fonds indiciels, alors que ce n'est pas forcément le cas et ce n'est pas forcément possible avec l'utilisation d'ETF. Il y a quand même quelques inconvénients que je vais évoquer avec toi, avec l'investissement notamment dans des fonds indiciels. Premièrement, on va se résigner à ne pas essayer de battre le marché, on va essayer tout simplement d'être le marché. Et comme les études que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt, c'est quand même pas plus mal puisque l'écrasante majorité des professionnels de la finance ne sont déjà clairement pas capables, avec une gestion active, de battre tout simplement le marché. Il y a certains fonds indiciels qui demandent un minimum d'investissement pour rentrer dans le fonds et quelquefois ça peut être des montants plus ou moins significatifs en fonction des personnes. Donc c'est vrai que l'utilisation par exemple des ETF, là dans ce cas-là c'est quand même plutôt intéressant aussi parce que la barrière d'entrée, et je te donnerai des exemples par la suite, la barrière d'entrée pour les ETF est plus faible que sur certains fonds indiciels. Là typiquement sur celui que je t'ai présenté un petit peu plus tôt pour chez Vanguard, il fallait 3 000 $ pour pouvoir rentrer.
Bon, pour certaines personnes, c'est pas beaucoup d'argent, pour d'autres, ça peut être beaucoup, et c'est vrai que ça peut être un frein en fonction de tes finances et en fonction de la manière dont tu veux gérer ton capital. Et enfin, c'est difficile de pouvoir gérer son prix d'entrée, car le cours, il est calculé de manière journalière avec ses fonds indiciels. Avec les ETF, on est quand même beaucoup plus libre parce que dans les périodes d'ouverture sur les marchés financiers, on a plusieurs cotations par jour, un peu comme pour les actions, les obligations et tout ça. C'est vraiment un produit financier à proprement parler. Pour les fonds indiciels, en fait, tu as une cotation par jour, donc c'est un peu plus compliqué si tu veux pour pouvoir on va dire, tu vois, tu peux pas faire des ordres limités ou tu peux pas déterminer ton prix d'entrée ou éventuellement ton prix de sortie comme ça. C'est quand même un peu plus contraignant. Mais ça reste néanmoins une approche d'investissement qui est quand même plutôt intéressant et à avoir en tête. Donc en investissant avec les ETF, on n'aura pas forcément de montant minimum au même titre que sur les investissements indiciels. C'est-à-dire que pour celui de Vanguard, c'était 3000 $. Je vais te montrer dans la suite de cette vidéo, typiquement, certains ETF que tu peux rejoindre avec, par exemple, 67, 70 euros. Donc oui, il y a quand même un certain montant minimum pour les ETF, mais je veux dire, c'est nettement moins important que sur certains fonds indiciels que tu pourras retrouver tout simplement sur le marché. En plus de ça, les ETF, donc tu as une liberté de constitution de portefeuille qui est nettement plus élevée que celle que tu peux avoir sur les fonds indiciels, parce que derrière, même si tu as des fonds derrière qui ont pour objectif de répliquer le S&P 500 ou tous ces trucs-là, derrière, tu n'es pas libre. C'est-à-dire que c'est le fonds derrière qui va gérer tout ça. Alors que si toi, tu veux te constituer un portefeuille spécifique, par exemple d'ETF, tu veux te dire, voilà, moi je vais avoir 15% d'un ETF pour le S&P 500, je vais avoir un ETF Nasdaq, je vais avoir un ETF pour les pays émergents, pour les small caps américaines, les small caps européennes. Enfin voilà, c'est quand même assez malléable et tu peux constituer le portefeuille un peu comme tu le souhaites. Gérer ton risque comme tu veux, et ça peut être un point très positif pour pas mal de personnes. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour investir dans des fonds indiciels, la plupart du temps, il va falloir que tu le fasses notamment via ton compte titre. Donc tu te souviens, j'ai fait pas mal de vidéos sur les différences de fiscalité qui peuvent exister entre le PEA, l'assurance vie, le compte titre, etc. Donc je vais pas forcément revenir dessus dans cette vidéo. Tu as toute une playlist sur ma chaîne qui s'appelle la playlist bourse, dans laquelle tu retrouveras toutes les vidéos qui traitent justement de ces sujets-là, et bien plus encore. J'ai fait plus de 50 de vidéos pour l'instant sur la bourse, et je vais continuer d'en faire parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais te présenter sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, je ne vais pas forcément y repasser maintenant dans cette vidéo, ça fera des redites et c'est vraiment pas l'objectif. Mais néanmoins, si tu veux investir dans des fonds indiciels, tu pourras le faire notamment via l'utilisation de ton compte titre. Et donc, il faut faire attention à tes brokers, il faut faire attention à tes courtiers et être sûr finalement que le fonds indiciel dans lequel tu souhaites aujourd'hui placer ton capital soit bien représenté et que tu puisses bien le rejoindre si tu fais partie aujourd'hui d'un certain type de broker ou si tu as une certaine fiscalité. Je t'avais déjà expliqué notamment les différences qui existent entre, par exemple, des résidents français qui ont la fiscalité française et si tu fais même partie de l'Union européenne, tu n'auras pas les mêmes supports d'investissement que ceux qui habitent notamment aux US. Tu as tout un tas d'ETF ou certains fonds indiciels qui ne sont uniquement disponibles aux US ou aux résidents américains et pas forcément à ceux qui habitent au sein de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas les mêmes normes, il n'y a pas les mêmes réglementations. Donc attention aussi à tout ça. Donc là, je vais te retrouver sur mon écran et je vais te montrer un outil que tu pourras être amené à utiliser si notamment tu veux être amené à sélectionner notamment certains ETF qui pourront être intéressants puisque comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, la barrière d'entrée sur les ETF est quand même nettement plus faible que celle qu'on peut retrouver sur certains fonds indiciels. Tu te souviens, mais tout à l'heure, je t'ai parlé d'un fonds indiciel de chez Vanguard dans lequel tu avais un montant minimum de 3000 $ à investir pour pouvoir être éligible tout simplement à ce fonds. Ce fonds-là permettait de suivre les performances du S&P 500, c'était tout simplement son benchmark. Si tu veux faire la même chose et si tu veux avoir une barrière d'entrée plus faible, en fait, tu peux typiquement acheter un ETF S&P 500 chez Vanguard, qui là est typiquement un ETF capitalisant, donc qui va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital. Donc tu vas retrouver son code ISIN, son ticker, sa valeur liquidative, donc là qui est de 70,26 €. Donc typiquement là si tu veux acheter une part de cet ETF, il va te falloir 70,26 €, alors pour le fonds indiciel, là encore une fois c'était plutôt 3000 $. C'est pas un ETF là qui est éligible au PEA, donc c'est plutôt éligible au compte titre. Tu vas retrouver notamment la taille du fonds. Donc là, on est sur un fonds qui est quand même plutôt important puisqu'on a 5125
millions d'euros qui sont investis directement au sein de cet ETF. C'est un ETF à réplication physique. Les coûts pour cet ETF sont de 0,07%. C'est un ETF capitalisant qui est aujourd'hui domicilié en Irlande pour des raisons fiscales que je n'évoquerai pas forcément dans cette vidéo. Et puis là, tu retrouves les performances passées, tu vas retrouver la répartition donc sectorielle, géographique avec les différentes entreprises. Et comme à chaque fois, tu pourras retrouver du coup ce qu'on appelle la fact sheet, qui est un document dans lequel tu retrouveras de manière synthétique toutes les informations intéressantes pour sélectionner finalement tes ETF. Et ce site, il est vraiment super intéressant, je te l'ai présenté à plusieurs reprises, Just ETF, parce que si tu cliques là, que tu vas dans sélecteur d'ETF, et là après tu vas dans sélecteur d'ETF, bah, tu peux sélectionner tout un tas d'ETF différents, donc ça peut être sur le marché action, le marché obligataire, les métaux précieux, les matières premières, les crypto-monnaies, l'immobilier, le marché monétaire. Tu peux sélectionner en fonction de leur ancienneté, si c'est éligible au PEA ou non, en fonction de leur politique de distribution, si tu veux plutôt des ETF distribuants, donc qui versent des dividendes, ou des ETF capitalisants, qui vont plutôt réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, avec à chaque fois les avantages, les inconvénients des deux côtés. Mais c'est quand même super important d'utiliser ce genre d'outils, parce qu'il y a des milliers aujourd'hui d'ETF qui existent sur le marché, et pour faire une présélection en fonction de ce que tu veux accomplir et de ce que tu veux faire, c'est pas forcément quelque chose de très simple quand on n'a pas les bons outils. Donc je te mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo pour que tu puisses commencer à y jeter un coup d'œil. Et là, j'ai décidé dans la suite de cette vidéo de te montrer un exemple de portefeuille, par exemple d'ETF que tu pourrais être amené à créer sur PEA, puisque bah, tu le sais, hein, il y a quand même des avantages fiscaux à l'utilisation du PEA par rapport au compte titre, notamment à partir d'une période supérieure à 5 ans, tu n'es notamment plus imposé sur le revenu, tu n'as plus d'imposition sur le revenu, mais uniquement les prélèvements sociaux que tu devras t'acquitter au sein de ton PEA. Donc voilà, l'idée c'est de te montrer un petit peu la démarche, la réflexion que tu pourrais potentiellement avoir, pour essayer de te constituer un portefeuille qui serait plus ou moins équilibré. Encore une fois, il n'y a pas une façon de créer un portefeuille, mais je vais t'en présenter quelques-unes pour te permettre de gagner un maximum de temps dans ta recherche et dans ta démarche d'investissement. Parmi les ETF intéressants que tu peux être amené à utiliser au sein de ton PEA pour essayer de te constituer un portefeuille qui soit équilibré, tu as par exemple l'ETF MSCI World. Donc je te les ai récapitulés en fonction de certaines caractéristiques. Je t'ai mis la valeur liquidative, l'encours sous gestion, le code ISIN, la politique de distribution et puis les frais que tu devras finalement payer si tu veux utiliser certains de ces ETF. T'embête pas à tous les noter, tu pourras télécharger de toute façon le document et les meilleurs ETF que j'aurais présélectionnés pour toi sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Donc tous les meilleurs ETF, tu pourras les télécharger dans un document que je te mettrai dans la description de la vidéo. Donc t'embête pas à tous les noter comme ça. L'idée c'est que tu puisses rapidement passer à l'action. Donc tu as par exemple l'ETF d'Amundi MSCI World avec une valeur liquidative de 390 $, un très bon encours sous gestion et puis des frais de 0,38%. Je t'en ai mis un autre aussi de chez Lyxor, qui a une valeur liquidative plus faible pour ceux qui ont un budget un peu plus modeste. Par contre, attention, l'encours sous gestion est un petit peu plus faible et il y a des frais plus élevés. La plupart du temps, j'ai essayé de favoriser plutôt les ETF à capitalisation, les ETF capitalisants qui vont automatiquement réinvestir des intérêts qui sont générés par le capital, parce que voilà, il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, c'est là où tu auras des résultats plus intéressants, notamment en utilisant les ETF. C'est toujours bien de le coupler avec les ETF au niveau des marchés émergents, donc je t'en ai mis plusieurs, par exemple celui d'Amundi de PEA MSCI Emerging Market, donc avec une valeur liquidative de 20,73 €, un encours sous gestion de 386 millions d'euros, un ETF capitalisant à 0,20% de frais. Je t'ai mis également les d'autres exemples, notamment si tu ne souhaites pas viser tous les marchés émergents, mais uniquement par exemple le marché asiatique. Donc je t'en ai mis deux autres de chez Amundi qui ont des caractéristiques assez proches, mais il y en a quand même un qui va avoir une valeur liquidative plus faible, notamment le premier, mais par contre qui va avoir un encours sous gestion plus faible, alors que le deuxième, voilà, on a quand même un encours sous gestion plus élevé, ce qui est plus intéressant en termes de risque, et voilà, une valeur liquidative un peu plus importante. Si tu veux investir sur des ETF par rapport à celui du S&P 500, je t'en ai mis un sur PEA qui s'appelle Amundi PEA S&P 500, qui est très connu, très largement utilisé, et qui a des frais de 0,15%. Deux ETF Europe, je t'ai toujours mis plusieurs exemples quand je pouvais pour te permettre de sélectionner ceux qui pourront le mieux correspondre à tes objectifs d'investissement et à ce que tu veux créer, enfin, tout simplement en termes de portefeuille. Donc il y en a un de chez BNP Paribas et un de chez Amundi. Là, on va plutôt viser du coup le marché européen. Je t'ai mis un ETF Nasdaq, donc pour les valeurs technologiques de chez Amundi,
Attention, sa valeur, c'est un encours sous gestion est quand même assez faible. Les frais sont dans la moyenne, 0,23%, donc ça c'est tout bon. Je t'ai mis un ETF obligataire, je vais pas forcément y revenir dessus, mais bon, en général le PEA, hein, tu le sais, hein, c'est plan d'épargne en actions. Donc l'idée c'est plutôt d'investir dans des entreprises françaises et ou européennes. Il y a moyen d'investir dans des ETF obligataires ou même aussi sur des entreprises théoriquement si tu veux américaines. Je t'ai présenté le Nasdaq, je t'ai présenté le S&P 500. C'est notamment grâce à l'utilisation d'ETF synthétiques. J'ai fait pas mal de vidéos pour te montrer comment fonctionnaient les ETF physiques, les ETF synthétiques. Et c'est justement grâce à ce processus-là, de processus si tu veux de synthétique et avec les contrats de swap qui te permettent d'avoir aujourd'hui une multitude de choix et notamment te permettre au sein de ton PEA d'investir aussi dans des entreprises américaines. Donc je t'ai mis quand même un ETF obligataire si jamais tu voulais investir dessus, mais bon, franchement aujourd'hui, à titre personnel, je sais que je le fais absolument pas, d'autant plus que le seul qui existe c'est celui-ci, et puis tu as un encours sous gestion qui est trop faible avec des frais, selon moi, qui sont trop importants, donc voilà, je te le mets quand même au cas où, mais c'est selon moi pas forcément intéressant. Tu as le CAC 40, donc je t'en ai mis un de chez Amundi qui est intéressant aussi, un ETF États-Unis qui ne va pas investir uniquement dans les 500 plus grandes entreprises américaines comme celui du S&P 500. Donc pour ça, tu as celui d'Amundi, par contre, attention, tu as une valeur liquidative qui est quand même assez élevée avec un encours sous gestion de 784 millions d'euros et des frais de 0,28%. Donc je sais que ça c'est pas forcément atteignable pour tout le monde et ça peut être des montants qui sont importants pour certaines personnes. Donc j'ai quand même mis un autre exemple avec celui de BNP Paribas qui là pour le coup a une valeur liquidative plus faible avec un encours sous gestion plus élevé et des frais plus faibles. Par contre attention, sur le premier on investit dans des entreprises américaines et pas uniquement le S&P 500. Celui de BNP Paribas là pour le coup c'est sur le S&P 500 donc c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, je t'ai mis des ETF immobiliers, un de chez Lyxor, un de chez Amundi. On va aller un petit peu plus vite parce que cette vidéo elle est quand même assez longue. Je t'ai mis les ETF pour les petites capitalisations européennes. Si tu veux miser non pas uniquement sur les larges ou les moyennes capitalisations et que tu veux aussi cibler les small caps, donc les petites capitalisations européennes, tu en as un de chez BNP Paribas et un autre de chez Lyxor. Attention, celui de BNP Paribas a un encours sous gestion un peu plus faible, enfin assez faible quand même par rapport à celui de Lyxor. Par contre, celui de Lyxor est distribuant, donc ça peut poser des problèmes, notamment avec le réinvestissement de ton capital automatique. Bien que tu sois sur un support de PEA, donc c'est pas aussi problématique que ce que tu pourrais avoir, notamment si tu investissais au sein de ton compte titre. Par contre, voilà, tu as des frais plus élevés, 0,40, alors que l'autre, tu as des frais de 0,25. Les petites capitalisations américaines, si tu veux investir dans un ETF S&P 500, tu vas miser plutôt les large caps et pas les petites capitalisations. Donc toujours dans un objectif de diversification, c'est toujours intéressant d'avoir un peu tout le panel. Donc là, je t'en ai mis un autre qui investit dans le Russell 2000 de chez Amundi. Et là, je vais te donner quelques exemples de portefeuille pour terminer cette vidéo et que tu puisses avoir une vision à 360 degrés de ce qui est possible de faire, en plus de ce que je t'ai présenté sur les fonds indiciels. Donc, tu as par exemple le portefeuille 1, tout bête, MSCI World. Voilà, tu fais 100% MSCI World, tu investis dans 1600 entreprises, tu es présent dans plusieurs pays différents. Voilà, le seul inconvénient que tu as en gros, si tu veux, dans l'MSCI World, c'est que tu as des performances qui sont quand même assez faibles et tu as la capacité de faire mieux. Aujourd'hui, si tu te formes bien et que tu suis le contenu que je te présente sur YouTube ou même dans mes programmes de formation, tu es clairement capable de faire nettement mieux que le MSCI World classique. Mais voilà, sache que si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu es déjà bien diversifié là-dessus. Si tu veux aller plus loin, tu peux décider de te faire MSCI World 80% et 20% par exemple avec un ETF sur les marchés émergents. Si tu veux faire encore mieux, tu peux te dire je veux diversifier encore mieux. Tu peux prendre 40% sur un ETF États-Unis, 30% sur un ETF Europe, 20% sur les pays émergents et 10% sur un ETF immobilier par exemple. À chaque fois c'est des exemples que je te présente. Et puis un autre, pour un autre exemple, c'est 40% sur un ETF S&P 500, 30% sur un ETF Europe, 15% sur les pays émergents, 5% sur un ETF immobilier et puis 5% sur des small caps européennes et 5% sur des small caps aux États-Unis. Donc tu vois un petit peu la manière dont tu peux être amené à constituer ton portefeuille. Encore une fois, ça reste des exemples, ça reste des manières de réfléchir, de voir les choses et il n'y a pas une seule manière de faire. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, après, c'est à toi d'utiliser ces outils de la meilleure manière, de la manière qui pourront correspondre à la fois à ta gestion de portefeuille, à ta gestion de risque aussi, et puis à tes objectifs que tu te seras fixé à court, moyen et long terme. Donc je te mets dans la description de la vidéo le lien pour télécharger le document que j'ai préparé pour toi, notamment sur les meilleurs ETF, sur PEA, sur compte titre, donc tout ce qui est lié également aussi sur les ETF Smart Beta, les ETF
ETF un peu plus éthiques, parce qu'il y en a, je sais, pour lesquels c'est un point qui est important. Donc tu verras, il y a plein de sections bonus que je t'ai préparé dessus. Je t'ai fait une présélection des meilleurs ETF et à mon avis, ça te permettra de gagner vraiment un maximum de temps. Donc n'hésite pas à le télécharger, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.